Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, on reçoit un homme, une profession en fait qui soit fait peur ou nous sauve la vie. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan de Lexime Avocat. Allô Jonathan? Salut, ça va bien? Eh oui, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vraiment te bombarder de questions là, au niveau des litiges en matière immobilière. Je pense que c'est pas mal ta spécialisation. Effectivement, pas mal. D'ailleurs, le nom de ta compagnie, ça vient de où, justement? Ben, Lexime, en fait, lex pour loi en latin et im pour le début d'immobilier. Donc, c'est bon, Amélie, on a fait appel à la bonne personne. Oui. On a le bon pour nos sujets. Ouais, sûrement. Puis, en fait, sur ton site Internet, c'est indiqué que ton cabinet, c'est un cabinet boutique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le terme? Parce qu'il n'est pas familier là, pour tous. Non, en fait, normalement, un cabinet boutique, c'est un cabinet spécialisé dans un domaine spécifique. Dans le cadre de Lexime, c'est un cabinet de litige, donc de plaider devant les tribunaux. Et dans mon cas, immobilier, construction principalement. Et succession depuis quelque peu, mais principalement immobilier, construction. OK. Puis dans les litiges immobiliers, on s'entend, là, c'est assez spécifique là, comme intervention, là, on va dire, là, mais tu dois en avoir quand même énormément. Là, Oui, parce que l'immobilier, c'est très large. Hein? Oui. On parle souvent de vice caché, mais on parle aussi du droit de la propriété, les limites de vos terrains, le fait de borner les voisins, des problèmes de voisinage, des problèmes de construction, des problèmes de servitude, toutes sortes de problèmes qui sont en lien avec la propriété, qui peut être un terrain, ou qui peut être une maison, qui peut être un immeuble commercial, des locaux commerciaux, des problèmes de baux. C'est très vaste. C'est là où, en fait, on se recoupe un peu. Là. C'est que nous, à travers le podcast, on veut vraiment aider les gens au niveau de la rénovation, de la construction, de l'achat de leur maison. Donc, c'est sûr que on leur souhaite pas, mais à un moment donné, ils vont peut-être avoir affaire avec toi, là. Oui, dans les dernières années, surtout, il y a eu beaucoup de ventes qui ont été faites sans garantie légale, là, ou au risque et péril de l'acheteur. Ça rend les choses plus compliquées pour certains acheteurs. Donc, oui, c'est des dossiers qu'on a de plus en plus. Mais c'est aussi des dossiers qu'on a au niveau immobilier à cause des rénovations cadastrales, c'est-à-dire que chaque immeuble a un numéro de lot avec ses limites. Oui. Et souvent, lorsqu'il a été détenu pendant longtemps, puis qu'il y a un changement de propriétaire, les nouveaux essaient de voir un peu leurs limites. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être des empiètements à droite ou à gauche. Alors, ça crée des petits problèmes. Ça, y a-t-il des délais, je crois, pour un droit acquis, là? Y a-t-il des délais à ça ou c'est à vie? Non, en fait, c'est pas réellement des droits acquis. Ça s'appelle plus de l'empiètement. Et on peut devenir propriétaire d'un bien qui appartient à quelqu'un d'autre en utilisant la prescription décennale, donc de 10 ans, et d'utiliser pendant 10 ans avec des conditions qui sont quand même assez conséquentes à établir, mais établir la propriété d'un bien, donc généralement d'un terrain. Alors, souvent, c'est des gens qui ont, admettons, mis une clôture à un endroit, puis finalement, ils se sont trompés. Elle appartient au voisin. Le terrain appartenait au voisin, mais ça fait 20 ans qu'ils l'ont. Donc là, pour faciliter les choses, ils essaient de régulariser. Ça donne lieu à quelques chicanes, des fois, pour quelques pouces. Mais tu vois, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, j'ai reçu un avis comme quoi le cadastre de toute notre rue a été refait. Et dans le fond, tout le terrain a bougé. Là. Il a bougé de quelques pieds là, d'un côté ou de l'autre. Et là, ça a donné lieu qu'on se retrouvait à propriétaire d'une haie de cèdre qui ne nous appartenait pas quand on a acheté la maison. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu confrontant parce que c'est pas nous qui avons décidé de refaire le cadastre. Là, c'est vraiment la ville, en fonction des servitudes, etc., de l'hydro aussi, de la ligne d'hydro qui passe, qui décide de retravailler, en fait. Sauf que la rénovation cadastrale en tant que telle ne donne pas de droit. C'est pas parce que dans la rénovation cadastrale, les lignes ont bougé que ça signifie que c'est réellement vos limites. Eux, ils font une rénovation cadastrale. Ce n'est pas parce que, admettons que la rénovation cadastrale vous donnait 1 mètre de plus, par exemple. Ce n'est pas parce que la rénovation cadastrale vous donne 1 mètre de plus que vous êtes réellement propriétaire du 1 mètre de plus.
OK. La propriété, et c'est très compliqué, mais si je vais essayer de vous simplifier ça, là, vas-y. À un moment donné, les lots ont été créés. Oui. Ça, on appelle ça le cadastre original. Donc, à ce moment-là, on crée un lot. Généralement, c'était des grands lots dans les rangs, des grands rectangles, là, Exact. qui, au fur et à mesure, ont été séparés. C'est ça qui crée le cadastre. Et ce qui permet de voir vos délimitations de fonds, c'est tous les actes de propriété successifs qui ont lieu, qui vous permettent de voir vraiment les mesures du fonds, parce que le cadastre original faisait les mesures des grands lots. Mm-hmm. Alors, la rénovation cadastrale, c'est surtout pour faciliter la dénomination des lots. Alors avant, par exemple, on était propriétaire du rang 2, lot 18, partie 4, tiré 2. Maintenant, je suis propriétaire du lot 5 340 et quelque chose. Donc, c'est pour faciliter surtout les lots. Le problème d'une rénovation cadastrale, comme vous le dites, c'est que ça change un petit peu les mesures. Et donc, ça crée des problématiques. Et évidemment, à un moment donné, il faut consulter un juriste parce que ça se peut que vous ayez à vous battre avec vos voisins pour récupérer ce qui est à vous ou à prouver que c'est à vous. OK. Sommaire, très sommaire. On pourrait en parler longtemps. Donc, on s'en va déjà dans le croustillant. Mais dis-moi, avant tout, là, comment est-ce que c'est rémunéré un avocat qui travaille dans les litiges? Ça dépend, en fait, de par notre déontologie. On peut recevoir des taux horaires, on peut forfaitaire, on peut être pro bono, ou on peut avoir une partie forfaitaire et une partie à pourcentage. Ça dépend. C'est sûr que généralement, dans les litiges immobiliers, c'est impossible à prévoir la quantité de temps parce qu'au début, lorsqu'on reçoit le dossier, on a une idée parcellaire du dossier, surtout par rapport au vice caché, par exemple. Si c'est plusieurs personnes qui se poursuivent l'une après les autres, ça peut monter très fort en matière de chiffres. Ça, on ne le sait pas parce qu'on ne sait jamais qui a fait les travaux. Des fois, on le sait, mais pas tout le temps. Donc, dans ces dossiers-là, c'est souvent des dossiers à taux horaire. Puis des dossiers à pourcentage, c'est généralement des dossiers pour lesquels on est sûr de recevoir quelque chose. Alors, des dossiers de recouvrement ou des dossiers d'assurance pour lesquels on poursuit quelqu'un pour des blessures corporelles, par exemple. Là, on peut dire, non, si on réclame X nombre de dollars, on peut prendre un pourcentage et être payé là-dessus. Mais chaque avocat a le droit de choisir son mode de rémunération. Il en discute avec son client. Puis, c'est l'entente entre les parties qui prévaut. Parfait, mais au moins, on sait qu'il y a plusieurs façons. Oui, tout à fait. Si on parle des achats de maison, là, quelle est la valeur juridique d'une promesse d'achat? En fait, promesse de vente, je vais utiliser l'autre terme, équivaut à vente lorsque toutes les conditions sont remplies. Okay. Donc, c'est un contrat à la base, une promesse. Donc, c'est un contrat entre deux individus. La plupart du temps, lorsqu'on achète une maison, ce sont des contrats avec des conditions. Conditions de financement, conditions d'inspection, d'autres conditions dépendamment quel type de propriété vous achetez. Donc, la promesse, on appelle ce contrat, quand il y a des conditions, conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas 100% en force et ça n'équivaut pas encore à une vente tant que toutes les conditions n'ont pas été levées. OK. Le jour où elle a été levée, on considère que la promesse de vente vaut vente. Ce qui signifie que le seul détail est d'aller chez le notaire. Mais vous ne pouvez pas vous retirer normalement d'une promesse de vente qui équivaut à vente lorsque toutes les conditions sont levées. Si vous voulez vous retirer, il peut y avoir des compensations monétaires ou des négociations qui doivent se mettre en place. Parce que, tu sais, admettons, là, on l'a vu souvent, là, conditionnel à la vente de notre maison, par exemple. Puis des fois, la maison, elle se vend pas, pas en ce moment, là, mais admettons que la maison ait de la difficulté à se vendre. Est-ce que le vendeur, dans le fond, celui qui vend sa maison, peut se retirer de ce contrat-là, finalement? En fait, est-ce qu'il y a un en délai, droit, c'est toujours la même problématique, c'est ça dépend du contrat. Vous allez souvent m'entendre dire ça, mais il y a une nuance entre du proprio, par exemple, puis les courtiers. Évidemment, du proprio, ils ont des formulaires, mais les gens les utilisent pas tous. D'accord? Les courtiers, eux, généralement, ce qu'ils font, lorsque c'est admettons, on fait une promesse d'achat sous condition de vente de notre maison, ils font remplir une annexe qui, elle, dit essentiellement, elle est conditionnée à la vente de ma maison,
mais jusqu'à telle date. Oui, c'est ça, tu donnes une date. Et en plus, vous avez le droit à ce qu'on appelle une clause de 72 heures, c'est-à-dire que si demain matin, vous avez un autre acheteur qui devient intéressé malgré le fait que vous avez accepté la promesse d'achat de la première personne, qui décide de vouloir vous faire une offre et que vous seriez prêt à accepter, vous pouvez l'accepter, mais vous devez donner un avis au premier en disant « Tu as 72 heures pour lever ta condition de vente de maison. Sinon, la vente va devenir caduque et je vais acheter, en fait, je vais vendre à l'autre personne. » Alors évidemment, ça dépend vraiment du contrat parce que souvent, les gens qui vendent par eux-mêmes, ben, ils n'ont pas toutes ces technicalités, ils ne le font pas. Et dans ce cas-là, ben, j'arrive et j'essaie d'aider ou pas. Mais d'où l'intérêt d'être bien aiguillé, ouais. Aussi, c'est ça, comme tu le dis, le proprio, tu n'auras peut-être pas les mêmes clauses que si tu vas avec vraiment un courtier. Effectivement, du proprio, il faut vraiment... En fait, il faut que les personnes qui prennent du proprio se renseignent. Ouais, c'est-à-dire que du proprio est un bon site, c'est documenté. Vous avez des aides là, pour ceux qui veulent, pour contacter un notaire ou quoi que ce soit. Mais évidemment, si vous ne savez pas utiliser les documents, vous ne les utilisez pas bien, il y aura des conséquences. Un courtier, lui, c'est son emploi à temps plein. Il sait quoi faire, il sait comment le faire. Donc, ça arrive qu'il y ait des erreurs, comme tout le monde. Mais principalement, il sait quoi dire et quoi remplir comme document. Dis-moi, devrait-on faire appel à un avocat avant de faire ce genre de transaction-là? Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de le faire. Par contre, si c'est la première fois de votre vie que vous entendez parler d'une expression comme « vente sans garantie légale et au risque péril de l'acheteur », ça serait peut-être pas fou d'essayer de prendre un petit conseil juridique pour comprendre ce que ça implique. Pour valider ce qu'il faut lire entre les lignes. Parce que maintenant, les notaires, ce qu'ils faisaient pas avant, mais ce qu'ils font depuis quelques années, notamment depuis la COVID, parce qu'il y a eu une recrudescence de vente sans garantie légale et au risque au péril, c'est qu'ils lisent un document, plusieurs notaires, pas tous, mais ils lisent un document qui est préparé qui vous dit que, en signant ce genre de document, vous renoncez à poursuivre la personne pour tous les problèmes de la maison, etc., etc. Donc, il y a certains notaires qui sont préparés un document vraiment bien constitué pour faire prendre conscience qu'à partir du moment où vous achetez sans garantie légale et au risque au péril de l'acheteur, c'est beaucoup plus compliqué pour essayer de revenir plus tard. Oui, c'est ça. En fait, là, on va être complètement transparente avec toi. Le pourquoi on t'a fait venir. Dernièrement, j'ai eu une expérience sur un projet. En fait, c'est des clients qui résident à Vancouver, qui ont acheté un triplex au Québec. Oui. Puis, dans le fond, ils m'ont fait venir pour rénover un des logements de leur triplex. Puis, quand je suis venue faire la visite du logement, je me suis rendu compte qu'au niveau de la structure, là, il y avait vraiment des anomalies. En même temps, l'ingénieur en structure venait, ce qui était vraiment une bonne chose parce que les clients, eux, n'avaient pas nécessairement pris le temps de visiter comme il faut, n'avaient pas non plus fait appel à un inspecteur. En fait, il y avait eu un peu de pression aussi là, de la part du vendeur là, qui disait « Bien là, si vous êtes pour tout inspecter, moi, je vais passer à un autre client. » Donc là, ils ont comme fait « OK, bon, on va regarder de l'extérieur. » Tout semblait beau. Donc, ils ont fait l'inspection vraiment rapidement. Puis, finalement, il s'est avéré qu'il y avait des gros problèmes au niveau de la structure parce qu'il y avait eu un feu. Le feu, lui, il a été déclaré, en fait, dans la vente. Oui, dans la déclaration de vente. Sauf que ça avait été indiqué que ça avait été réparé. Puis, on n'avait pas vraiment accès, en fait, là, visuellement, là, à voir là, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la structure avec ce feu-là parce que tout le sous-sol avait été recouvert de lattes de bois. Donc, en voyant le rapport de l'ingénieur, on s'est bien rendu compte qu'au niveau structurel, il y avait des gros soucis. Donc, je suis allée sur place avec un entrepreneur, puis on a commencé à enlever les lattes de bois pour se rendre compte que toutes les solives de la structure étaient endommagées ou noircies, qu'il n'y avait pas eu, dans le fond, de... Normalement, on recouvre d'un produit, là, pour... Oui, exact. Puis aussi, qu'au rez-de-chaussée, l'ancien propriétaire avait rénové la cuisine, avait décidé de faire une aire ouverte
sans tenir compte des murs porteurs. Oui, exact. Et donc, le dernier niveau, en fait, était complètement en train de s'affaisser parce qu'il y avait une colonne qui avait été remise, mais qui n'était pas du tout en ligne avec le mur porteur. Fait que là, on s'est dit, moi, je me suis dit, clairement, c'est un vice caché, là. Faut vraiment mettre ce dossier-là là, de l'avant là, lors d'un podcast parce que moi, dans ma tête, c'était forcément un vice caché. Sauf que eux, ils ont acheté sans garantie légale, mais pas au risque et péril de l'acheteur. Peux-tu un peu nous débroussailler le chemin pour qu'on comprenne? Là? Beaucoup de choses là-dedans. Oui. La première chose, c'est qu'évidemment, on doit toujours regarder le contrat avant de dire si c'est un vice caché ou si ça peut ne pas être un vice caché, mais autre chose. Il y a deux types de ventes généralement. Il y a une vente avec garantie légale. Quand c'est une vente avec garantie légale, souvent lorsqu'il arrive des problèmes qui sont inconnus de l'acheteur, ça va se diriger vers un vice caché. C'est pas automatique, mais plus souvent qu'autrement, ça sera un vice caché. Si on achète sans garantie, c'est différent. Sans garantie et au risque et péril de l'acheteur, c'est des formulations qui sont utilisées et qui ont énormément de jugement là, en jurisprudence parce qu'il y a des aménagements à savoir est-ce que sans garantie, ça signifie automatiquement qu'on renonce à toutes les garanties qu'il pourrait y avoir ou est-ce qu'on a quand même certaines garanties. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre c'est laquelle la bonne réponse pour ces clients-là parce qu'il aurait fallu que je regarde les documents, mais de manière globale, on pourrait plus penser que ça, c'est pas du vice caché, mais ça serait plus du dol. Donc, du dol, c'est une fausse information ou une information qu'on a donnée avec une réticence ou incomplète qui fait en sorte de forcer, enfin, de permettre à l'acheteur d'acheter parce que finalement, on lui représente quelque chose qui est différent. Il existe du bon dol. Hein? Par exemple, certaines ventes à pression qui existent là, peuvent être considérées comme du bon dol. On considère que notre produit est magique, c'est le meilleur au monde, etc. C'est de la représentation du bon dol tant et aussi longtemps que ça reste dans des normes respectables. Mais dans le cas du dol au niveau immobilier, on parle de vraiment une action volontaire de cacher, camoufler, retenir certaines informations. Dans l'exemple que vous me donnez, il y a plusieurs choses qui sont cachées à regarder. La première, c'est qu'il y a une déclaration du vendeur. Discutable. Donc, c'est sûr que tout acheteur qui va, normalement, qui visite ce type de propriété, premièrement, c'est indiqué que c'est une vente sans garantie légale, normalement. Avant même d'acheter sur les sites Internet, Centris, du proprio, whatever, c'est mentionné. Il devrait tout de suite y avoir un red flag, là, ou une lumière rouge qui s'allume en disant « OK, il peut peut-être y avoir un problème. » Ça va? Ou qu'on va peut-être la payer moins cher, mais il faut s'attendre à faire des travaux. C'est ça. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on remplit une déclaration du vendeur normalement dans toutes les ventes, normalement. Avec un courtier, c'est sûr. Avec les autres, ça ne l'est pas forcément. Donc, dans la déclaration du vendeur, il y a certaines déclarations. Alors, de la façon dont elles sont écrites, ça peut aussi être une divulgation qui soit complète. Mais généralement, un acheteur qui n'a pas de courtier puis qui passe directement avec un vendeur, là, dans votre cas, ça ressemble pas mal à ça. Non, il y avait un courtier. Oui. Lorsqu'on lit une déclaration du vendeur puis qu'il y a des choses qui sont questionnables, préoccupantes, on a une obligation comme acheteur de se renseigner. OK. Évidemment, un vendeur a une obligation de renseigner, mais il n'est pas non plus une obligation de vous dire tout ce qui s'est passé. Lui, il a dit il y a un feu. Donc, il y a des choses qui doivent être divulguées obligatoirement. Il y en a d'autres que si vous ne le faites pas, ça peut avoir des conséquences. Il y en a d'autres que vous en aurez moindres. Mais quelqu'un qui a réparé une fissure sur un mur ne va pas vous divulguer qu'il y a une fissure sur un mur parce que ça n'a aucune conséquence. On doit normalement vous divulguer les choses qui ont des conséquences. Donc, pour reprendre ce point-là, si jamais il y a des questions à avoir, il faut les poser. Ah, j'ai un doute, mon courtier a un doute, on pose les questions au propriétaire, on essaie d'avoir de l'information. Deuxième erreur, ils n'ont pas fait inspecter. Évidemment, même si on achète sans garantie légale, ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux, puis dire « OK, c'est bon, j'achète, puis je fais le prix, puis c'est sûr qu'il est quand même important de faire une inspection.
Parce que cette inspection, des personnes qui ont certaines compétences en construction, puis il n'y a pas un ordre professionnel pour les inspecteurs pré-achat, ça c'est important malheureusement, mais généralement ils ont la plupart du temps des bonnes connaissances dans le domaine, puis ils peuvent vous aiguiller. Ils ne trouveront pas ce qui est caché, parce que c'est pas leur job, eux, c'est une inspection visuelle de la situation, mais ils peuvent peut-être vous aider, sonner certaines cloches. Donc là, déjà là, dans le cas de ces personnes-là, il y avait peut-être 2 strikes en commençant. La troisième, ben, c'est sûr que quand on se fait mettre un petit peu de pression pour l'achat, surtout dans l'époque de la COVID où la vente des maisons était très facilitante là, et rapide, ben, on est pris avec ces mauvaises décisions, on va dire, mais c'est sûr que ça rend les choses plus compliquées. Donc, bref, la situation que vous décriviez par rapport au manque de soutien ou l'incendie qui n'est pas corrigé, ça ressemble plus à du dol, à quelqu'un qui a donné de la fausse information, qui n'a pas donné toute l'information, puis ça crée un dommage aux personnes. La différence qu'il y a principalement entre le vice caché et le dol, c'est que la façon de prouver la chose est complètement différente et les obligations d'un côté et de l'autre sont différentes. D'accord? Donc, le dol, on n'a pas les mêmes obligations à remplir ou le même fardeau de preuve à faire qu'on l'a en vice caché. Donc, c'est un petit peu ça la grosse différence là-dessus. Donc, vente sans garantie, c'est la plupart du temps, ça ne couvre pas les vices cachés, à moins que le texte soit un peu nuancé. Vente sans garantie légale et au risque au péril de l'acheteur, d'habitude, on comprend qu'il n'y aura pas grand-chose que vous pourrez continuer à reprocher au vendeur. Ce qui veut dire que, dans le fond, si la clause de au risque et péril n'est pas là, il y a encore quand même de l'espoir. Parce qu'il doit y avoir une espèce de devoir de qualité. Là, quand tu vends un bien, là, il n'y a pas un devoir de... Il n'y a pas ce devoir de qualité lorsqu'on vend sans garantie légale. Premièrement, déjà, rien que le fait d'avoir sans garantie légale, on vient de se limiter certaines choses. Au risque et péril de l'acheteur, c'est là où ça doit sonner une vraie cloche pour dire, OK, il y a quelque chose avec cette maison, c'est quoi? Évidemment, ce que je viens de vous dire, ça ne fonctionne pas pour des successions. Parce que les successions, c'est normal, la personne qui vivait dedans est décédée, c'est la seule qui aurait pu réellement remplir une déclaration pour vous dire ce qu'il y avait dedans, elle n'est plus là. Donc, la succession, elle va vous donner aucune garantie parce qu'elle ne peut pas vous donner de garantie, elle ne connaît pas ce qui était dedans. Fait que tu n'as aucun recours d'emblée quand c'est bien plus rare. Puis généralement, les biens sont un peu moins chers forcément parce qu'on sait qu'on ne peut pas divulguer quoi que ce soit. Il y a des fois où on peut tenter de faire certaines divulgations. Les liquidateurs de la succession, qui sont les enfants, les conjoints ou peu importe, ont certaines informations, mais pas toutes. Donc, dans ce cas-là, vous aurez 90% du temps, parce que des fois, ça arrive, ça manque, mais sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur. C'est pas forcément un red flag, c'est juste que la personne, elle ne peut pas vous donner de garantie. Non, c'est ça, pour ça. Donc, pour les gens, mettons, vous et moi qui vendions une maison à quelqu'un, évidemment, lorsqu'on a ce libellé-là, il faut faire plus attention, il faut être plus diligent, puis il faut comprendre qu'on aura sûrement des travaux à faire. Mais ça ne dispense pas non plus, par exemple, puis la nuance est toujours là, c'est la question du dol est importante parce que si on a déplacé des murs, puis on a enlevé des murs qui soutenaient ou des poutres de soutien de la résidence, puis qu'on ne l'a pas divulgué, puis que c'est nous qui l'avons fait, c'est-à-dire le propriétaire actuel, là, c'est sûr que on est en faute. On est dans un cadre de dol important. Mais des fois, le dol, ben, ça peut être aussi pas la personne qui vous vend, ça peut être la personne d'avant. Oui, exact. La personne qui vous vend, elle a acheté, elle, il n'y a pas eu de problème, les poutres de soutien ne sont plus là, mais la maison n'a pas trop bougé, elle n'a pas tombé. Finalement, vous l'achetez, puis là, vous apercevez des problèmes, puis vous dites, ben, tu m'as menti, mais lui, il ne le sait pas, il n'a pas fait les travaux. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, malheureusement, c'est souvent, chaque dossier est un cas spécifique qu'il faut regarder. Mais dans l'ensemble, sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, Mais tu me sonnes une cloche aussi avec les poutres, mais tu sais, des fois, il y a des entrepreneurs qui s'inventent entrepreneurs, là, mais s'ils font ça, est-ce que c'est l'entrepreneur qui peut être poursuivi? Ça peut arriver. En fait, c'est que dans ce type de recours, éventuellement, il y a des gens qui vont poursuivre d'autres mondes
ce qu'on appelle en garantie, là, Oui. pour dire, ben, c'est pas moi, c'est lui. Oui. C'est sûr que si vous avez fait affaire avec un professionnel, vous vendez ça, dans votre tête, c'est bien fait. C'est ça. Oui. Donc, évidemment, vous devrez poursuivre le constructeur, C'est bon. mais vous n'avez pas le même fardeau de la preuve et le même type de lien entre vous et le constructeur et vous et votre vendeur. Uh-huh. Donc, ça va être une façon de poursuivre différente. Ça ne OK. sera pas du vice caché contre votre constructeur. Ça sera un vice de construction et donc une mauvaise exécution contractuelle. On OK. est dans des choses un peu différentes. Tu vois, tu parlais tout à l'heure là, de les gens ont vendu beaucoup sans garantie légale, etc. Moi, j'ai acheté une maison sans garantie légale, puis dans le fond, je me suis pas nécessairement posé les questions qui venaient avec, mais pourquoi sans garantie légale? Est-ce que c'est parce que ça a mal été fait? Mais en fait, c'est juste parce que ça n'a pas été fait par un entrepreneur. Non, pas forcément. C'est ça. C'est que vous pouvez avoir... en fait, il y a des gens qui choisissent aussi de vendre sans garantie légale. Justement à cause des problématiques et des recours en vice caché, Ouais. qui sont des recours, selon la loi actuellement, qui peuvent être... qui remontent jusqu'au premier propriétaire. Donc, il y a des fois, vous poursuivez des successions, des fois, vous poursuivez des gens qui ne sont plus là, des fois... Donc, ils ne veulent plus rien entendre de la maison. Mhm. Ils sont prêts à perdre de l'argent en vente, mais que ce soit terminé. Donc, ils vont vouloir vendre sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur. Ça ne veut pas dire que la maison est mal entretenue, Non, qu'elle c'est est mal ça. faite, que les choses ont été faites par un tout croche ou un individu seul. Mhm. C'est juste que ces gens-là veulent rien savoir d'avoir des poursuites dans le futur. Donc, c'est pas automatiquement parce que c'est un individu ou quelqu'un qui n'a pas ses cartes ou quelqu'un qui est un entrepreneur qui fait ça le week-end que vous allez vendre sans garantie. Mais tu vois, demain matin, je vendrais ma maison. C'est sûr que j'aurais pas tendance à le vendre avec une garantie, vu que moi, je l'ai acheté sans garantie légale. Est-ce que c'est une Oui. bonne logique? C'est une logique intéressante, à moins que vous ayez tout refait. Parce que, Mais on peut Mais encore là, ils tout l'ont fait refaire. eux-mêmes. non, mais partie. par exemple, si admettons que vous achetez une vieille maison, Mhm. bon, vous ne faites pas les murs de Le fondation, souterrain, ouais. mais vous refaites, admettons, les planchers, Toute la structure, vous faites ouais. toute la structure intérieure. Vous n'êtes pas obligé de vendre avec garantie légale, sauf que vous connaissez votre maison dans la plupart, sauf par rapport aux fondations. Mhm. Mais généralement, lorsque vous avez fait ça, il y a un entrepreneur qui est venu, il y a un inspecteur ou ingénieur qui est venu, il a dit il n'y en a pas de problème avec les murs, ils tiennent ou peu importe. Ça dépend vraiment de votre situation. Mais évidemment, lorsque vous avez acheté sans garantie légale, ben, ce que vous devez comprendre, c'est qu'admettons demain, vous revendez avec une garantie légale, ben, vous êtes pas mal le dernier de la ligne Mhm. s'il y a des poursuites. Admettons que toutes les conditions sont remplies Oui, du oui, oui. vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, hein, mais vous êtes pas mal le dernier. Donc, Ouais. tous ceux qui vont acheter après vous, ben, la dernière personne qui sera poursuivie, c'est vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez l'obligation de vendre sans garantie légale, mais vous risquez d'être poursuivi pour la suite des choses. Ah, c'est intéressant de savoir. Ben, quand même. Moi, je veux savoir, c'est dans un portrait magique où tout va bien, on t'engage, on a un problème. Ça peut prendre combien de temps versus catastrophe où ça peut prendre 1 an, 2 ans pour régler un dossier? Souvent, les clients ne veulent pas 8 aller ans, vers- 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas aller en... C'est jamais magique de contestation. m'engager. C'est franchement jamais magique. Ben, nous, ça a été C'est- magique. c'est le problème de ça, c'est que, en fait, si on prend le principe de base au droit civil au Québec, c'est qu'un dossier qui est déposé à la Cour Oui. doit normalement... Toutes les étapes doivent être faites dans un délai de 6 mois, OK. normalement. OK? Évidemment, des dossiers qui impliquent des experts, qui impliquent des interrogatoires, peuvent prendre un peu plus de temps, mais à tout événement, les avocats tentent le plus possible de respecter le délai de 6 mois pour préparer le dossier. Préparé. Là, quand je parle de 6 mois, c'est vraiment à partir du moment où vous poursuivez quelqu'un. Mhm. Avant ça, en vice caché, il y a des règles, il y a des choses à établir. Mais dans des dossiers de vice caché, dans un délai d'1 an à 2 ans, admettons, si ça ne va pas bien, puis je parle de Québec, parce que si vous parlez dans d'autres districts, c'est différent. 2 ans, vous avez un jugement. OK? Puis là, c'est le mauvais scénario, c'est 2 ans. Ouais. Le bon scénario, c'est 1 an ou un petit peu plus d'1 an, parce que 6 mois, le dossier y est prêt. OK. Vous êtes convoqué à un procès.
Puis après le procès, le juge a un maximum de 6 mois pour rendre son jugement. Donc, si on fait vraiment les délais stricto sensu, 6 mois, on fait notre dossier, on est appelé généralement dans un procès dans les 6 mois suivants. On est en procès et puis on a notre 6 mois pour un jugement. Là, c'est vraiment quand on est dans les bouts des délais, donc on a 1 an et demi. Mais les dossiers, généralement, de vice caché, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, assurément. Parce que, pour l'exemple de vice caché, on a un problème jour 1. Mettons qu'on commence l'année au 1er janvier. On découvre notre problème le 1er janvier. Nous, on le découvre. On fait venir quelqu'un qui vient nous expliquer c'est quoi notre problème, parce qu'il faut qu'on le sache, c'est quoi notre problème. Là, on s'aperçoit que là, on a un problème qui peut être un vice caché. Donc, on doit obligatoirement dénoncer par écrit notre problème. Donc, on envoie un message. Si je fais l'exemple avec vous, j'ai acheté la maison de vous, donc je vous envoie un avis. Fait que c'est nous qui l'écrit ou on peut prendre un avocat pour avoir les Généralement, à ce moment-là, il y a déjà un avocat qui est impliqué, qui fait l'avis de dénonciation de vice caché. Mais souvent, il y a des gens qui le font par eux-mêmes, simplement. Donc, on fait un avis de dénonciation. Bonjour, j'ai un problème. Voici mon problème. Vous devez venir avec un expert pour le consulter et me donner un petit peu la suite des choses. Si vous ne venez pas, sachez que je vais prendre quelqu'un qui va réparer puis je vais vous réclamer les frais. Pas mal ça. Il peut se passer entre au moins 1 mois à peu près, à un peu plus, dépendamment. On envoie un avis, dépendamment de l'avocat. Et là arrive le principe de est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vendu avant moi? OK. Et donc, en dégringolade, imaginez-vous que j'achète de vous, que vous avez acheté quelqu'un. Cet avis que je viens de vous parler, ils sont faits à toutes les personnes. Toutes les autres. Toute la chaîne alimentaire. Donc, ça peut être long. D'accord? Mais mettons qu'on fasse un dossier simple. On est juste 2. J'ai acheté le premier d'un constructeur. Je vous l'ai vendu. Là, moi, je pourrais me retourner vers mon constructeur en dire, écoute, si c'est quelque chose que le constructeur a fait, si c'est moi qui ai mandaté quelqu'un, c'est autre chose. Mais si c'est le constructeur qui l'a fait, il y a un problème, viens-t'en. Donc, je vous dirais qu'il y a au moins un délai de 1 à 3 mois de poutine préalable. Puis généralement, dans ce moment-là, ça arrive souvent que ces dossiers de vice caché se règlent. On se règle avec une entente. Parce qu'on sait c'est quoi le problème, on sait comment il faut le réparer, mais il y a d'autres fois, c'est pas aussi facile que ça. Puis dans des dossiers plus grands, qui impliquent des milliers et des milliers de dollars, ça peut être plus long. Peux-tu juste nous illustrer le vice caché qui revient le plus souvent? Tu l'as fait un petit peu avant qu'on... c'est la fuite au sous-sol. La fuite d'eau au sous-sol. C'est pas mal ça souvent qui revient. En fait, essentiellement, il y a quelqu'un qui achète une maison. Le vendeur déclare qu'il n'y a jamais eu de problème. Il achète la maison, puis quelques mois ou dans l'année qui suit, il y a de l'eau qui rentre au sous-sol. Et là, on s'aperçoit que la fondation est craquée ou que finalement, il y a de la moisissure parce que l'isolation a mal été faite. Mais c'est souvent le sous-sol. Ah là là, cette pièce-là. Oui, cette fameuse pièce qui est problématique. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où il y a souvent des vices cachés. Le vice caché, dans le fond, là, on aime ça le trouver, c'est qui le fautif, là, absolument, là, mais... Il y en a peut-être pas, il y en a-tu toujours un fautif? Là? Tu sais, on s'entend la fissure au sous-sol, là. Je disais, à un moment donné, il y a l'âge de la maison, il y a le terrain, comment est-ce qu'il peut être drainé, il y a beaucoup de choses. Le problème avec du vice caché, c'est souvent un élément qui est de temps. Et je m'explique. Quand vous achetez une maison de 1950 et que vous l'achetez en 2023, la façon de bâtir en 1950 n'est pas du tout la même que 2023. Exact. En vice caché, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'au moment où vous l'avez acheté, de qui vous l'avez acheté, il y avait un problème. Mais pour finalement arriver au point où ça sera le dernier, celui de 1950 par exemple qui paierait, il faudrait démontrer que les normes de construction de 1950 n'ont pas été respectées. Ça, c'est pas à vous de le montrer. Vous devez démontrer, comme acheteur en 2023 par exemple, que premièrement, le vice, il y a 4 conditions du vice caché, antérieur à la vente, donc ça veut dire que c'est un vice qui était existant avant que vous achetiez,
qui est inconnu de l'acheteur. Donc, l'acheteur n'avait pas la possibilité de le découvrir, même par un examen visuel ou une inspection raisonnable. Pas une inspection, parce qu'une inspection, en fait, puis je vais faire cette parenthèse tout de suite, là. Quand vous avez une inspection pré-achat, c'est pas parce que vous mandatez un inspecteur que vous répondez à la norme de la personne raisonnable. Mm-hmm. Vous devez visiter la maison. Mm-hmm. Vous devez soulever ce que l'inspecteur ne soulèvera pas. Vous devez regarder les placards, les plafonds, aller dans l'entretoit s'il n'y va pas. Normalement, vous devez regarder. C'est sûr que vous n'êtes pas un professionnel. Il y en a qui le sont, mais principalement, vous ne l'êtes pas. Mais il faut que vous aussi, vous regardiez. Vous ne pouvez pas tout laisser entre les mains de votre inspecteur. Donc, on parle d'inconnu de l'acheteur dans ce niveau-là. Troisième chose, c'est que il faut que ça présente un déficit d'usage. Donc, il faut que ça vous cause un problème. Hein? Oui, c'est ça que tu dis. Une fissure, admettons, dans un mur qui n'a aucune conséquence, n'est pas forcément un vice caché parce que ça l'entraîne, oui, c'est esthétique, puis il faut le réparer, mais ça n'entraîne pas un déficit d'usage. Et le quatrième, c'est une gravité, une certaine gravité dans le vice. Donc, évidemment, si on reprend l'exemple de tantôt de la maison, si elle avait acheté la personne avec garantie légale, maintenant, lorsqu'on parle que les poutres de soutien ne sont plus là, on a un élément de gravité, on a un élément d'antérieur à la vente parce qu'on sait que c'est le propriétaire d'avant qui a fait les travaux, inconnu parce que là, maintenant, la cuisine est toute faite, tout est monté. Vous ne pouvez pas savoir forcément que la poutre où elle est bien placée ou mal placée. Et finalement, on s'entend que votre maison peut s'effondrer. Donc, la notion de gravité ou déficit d'usage... c'est présente. Ça va? Donc, c'est un peu ça, en fait, les conditions du vice caché. Dis-moi, peux-tu me dire un peu, là, c'est quoi la validité légale d'une inspection? Est-ce que l'inspecteur, lui, on peut se retourner contre cette personne-là? Je veux dire, on le paye pour un service professionnel, là. Oui, on peut se retourner contre un inspecteur. Il faut premièrement... En fait, il faut que lorsque vous trouvez la problématique, que la personne qui vient, votre expert, là, qui peut être architecte, ingénieur, technologue, peu importe, aurait dû le voir. Dise, là, il aurait dû le voir. Il aurait dû voir ça. Là. OK. Si c'est le cas, vous pouvez poursuivre votre inspecteur, bien entendu, en lui disant que c'est un vice apparent. Mais pour vous protéger, vous allez aussi dire, on pense que c'est apparent, mais on n'en est pas sûr. Donc, vous allez aussi dénoncer à votre vendeur qu'il y a peut-être un vice caché. Mm-hmm. Parce qu'il faut préparer les deux. Parce que, oui, ça se peut que ça soit visible, mais il faut s'assurer que ça le soit. Parce que si ça ne l'est pas, ça va être dans la cour de votre vendeur si vous avez acheté avec garantie légale. C'est très bon. Je vais juste regarder là. Oui, c'est bien parce que tu es pressée, parce que j'avais plein d'autres questions. Exact. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'en faire un deuxième. Mais on pourra faire partie 2, là, des vices cachés ou du dol. Mais même hypothèque légale, tu sais, ça peut être un dossier croustillant, là, autant pour la personne... qui le vit, qui le reçoit, qui l'envoie. Surtout les hypothèques légales, honnêtement, faut un petit peu démystifier, là, parce que les gens c'est pour toi, tu vas être en retard. Là. Ça va être un autre podcast? Mais ça serait un autre podcast. Parce que les gens capotent quand ils reçoivent ça, mais il y a quand même... votre maison n'est pas vendue demain matin. Non, exact. C'est ça. Mais il y a plein de gens qui ne savent même pas c'est quoi une hypothèque légale. Fait que c'est pour ça que je pense que ça pourrait être une bonne émission numéro 2 avec toi. Ouais. On boit tes paroles, là. C'est rare là, qu'on parle si peu, là. Non, c'est ça, on est comme, ah ouais! Oui, on en apprend aussi. Il y a des choses à apprendre. C'est sûr que faut, par contre, la seule réserve que je peux mettre dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la même chose, c'est que chaque dossier est différent. Oui. Puis les juristes, on va tout regarder les éléments, puis on va diriger nos clients à dire, oui, tu as de la chance ou tu n'auras pas de chance là-dessus. On ne peut jamais garantir le résultat de ce qu'on va produire parce que, évidemment, dans ce genre de cas, il y a toujours des personnes externes qui, eux, produisent des opinions. Exact. Puis nous, on se fie sur ces opinions parce que c'est pas nous qui avons cette expertise-là. Et donc, tout est un cas vraiment spécifique à regarder, puis il faut prendre vraiment tous les aspects. Alors, je sais que la plupart des temps, on va avoir des réponses sur une question, j'ai-tu le droit ou pas? Mais c'est très difficile dans ce domaine-là. C'est des dossiers complets qu'il faut analyser pour dire, OK, voici ce que vous pourriez faire ou pas faire, voici ce que je pense, etc.
Mais merci d'avoir pris le temps de vulgariser ce domaine parce que c'est quand même un domaine qui peut en rendre certains insécures. Oui, exact, anxieux. Merci on pourra faire partie 2, partie 3, partie 4, dépendamment. Là, parce qu'il y a beaucoup de discussions à avoir sur l'immobilier. Oui, puis on voit que tu en manges. Là. On voit que tu aimes ça. Là. Exact. Donc, mot de la fin, on espère que vous avez aimé, que vous avez hâte au prochain avec Jonathan. Puis, au prochain. Donc, merci beaucoup encore d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Vous a démystifié beaucoup cette zone grise. On essaye. J'essaie de passer une bonne journée. Puis, de toute façon, on se reparle. Oui, bientôt. Ça marche. Merci, Jonathan. Merci. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!